Les langues des signes sont des langues à part entière. Et pourtant, pendant des siècles, elles n'ont pas été reconnues comme telles. Elles ne le sont que depuis peu. Pas partout, pas par tous. D'abord, la première chose, c'est que, bien sûr, c'est le monde des sourds, mais ce n'est pas le monde du handicap. Ça n'est absolument pas filmé de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, ton intérêt, c'est une langue. Et les langues. Voilà. Les handicapés, c'est nous qui savent pas. Voilà, tu renverses la position. Et alors, justement, la première question, c'est ça. Tu as totalement, au fond, démédicalisé le sujet, tu l'as socialisé, et tu as continué ton œuvre sur le ou les langages, parce que c'est pas la première fois que Nurita Vif fait un film, et elle montre des langues, ou alors elle montre de la traduction. C'est assez exceptionnel. Donc, la première question, c'est ça. Est-ce que ce que je viens de te dire correspond à ce que tu voulais faire, c'est-à-dire arracher au handicap et en faire l'éloge d'une langue? C'est-à-dire que ça m'est pas venu à l'esprit que c'est un handicap. C'est-à-dire que c'est dans la suite de films sur les langues. Oui. Et donc, je fais le film sur les langues. C'est-à-dire que c'est un autre film sur une langue. Mais c'est pas sur une, c'est deux, sur des langues multiples. Donc j'étais un peu, en fait, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais l'idée qu'il y a plein de langues, la plupart de nous ne sont pas au courant qu'il y a un bouquet de langues, c'est quand même étonnant. Tu insistes sur le fait qu'il y a plusieurs langues des signes. Oui. Et ça, quand j'ai découvert ça, c'est plutôt qu'il y en a tant qu'il y a de langues des signes émergents. C'est-à-dire qu'ils sont encore maintenant, et c'est difficile de trouver de nouvelles, mais il paraît, là, aujourd'hui, j'ai vu une interprète qui travaillait, qui est allée dans des îles lointaines au Brésil, où il y a encore de temps en temps trop, parce que et je pense les langues émergentes, oui, qui sont nées. C'est le mot émergent Oui. qui revient assez souvent, Oui. Et ça émerge. Bon, la langue émerge. De même, si on devait faire le signe de l'accouchement, il est assez voisin, mais en fait, il est très illustratif. Non, je crois que ça faisait quelque chose comme ça. Alors, donc s'il y a plusieurs langues des signes, c'est qu'on peut les traduire. Il y a la notion de traduction. C'est-à-dire... Et à la fin, on peut les traduire en elles, on peut traduire en langue vocale. Alors, est-ce qu'il y a ce que l'on trouve dans les langues vocalisées, c'est-à-dire dans les traductions de langues vocalisées, et c'est un mot de Paul Ricoeur, bon, voilà, je l'ai trouvé, alors je te le donne, c'est une équivalence sans adéquation. Par exemple, on dit bleu, tu as commencé par le bleu, il y avait une dizaine de langues dans lesquelles on signe 11. 11 langues qui disent bleu de manière différente. Alors ma question c'est, y a-t-il une équivalence sans adéquation? Non mais... Parce que moi je crois pas. Justement, c'est ce qu'amène la langue des signes, c'est que on ne retrouve pas les critères de traduction des langues vocalisées. C'est pas très important. Oui. Non, parce que ce que j'ai essayé de faire là, tu as vu qu'à aucun moment je comparais aux langues vocales. C'est-à-dire que j'essayais pas de dire ça c'est comme ça et ça c'est comme ça, même à un moment donné, tu sais, la fille qui est la doctorante, oui. Elle fait son doctorat sur l'accent en langue des signes. Oui, ça, c'est bon. Donc, j'étais tentée, mais je me suis dit, si je dis, c'est vous voyez, c'est comme, et je voulais sortir de cette chose-là, de dire, est-ce que c'est comme c'est des langues, oui, déjà, bon, il y a une grammaire, mais elle fonctionne autrement. Il y a une syntaxe, mais ça fonctionne autrement. Hein. Ce que nous apportent les langues des signes, c'est que le corps vit avec la langue. D'ailleurs, à un moment donné, c'est dit.
jamais à ce point dans une langue vocalisée. Ça dépend de quelle culture on est. Oui, aussi, bien sûr. Mais il y a des pays. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais quand même, c'est un apport. Je veux dire, s'il y a une culture. Voilà, tu es d'accord avec ça. Tu voulais le faire passer. Oui, bien sûr. Mais Gall, le traducteur, l'interprète, il dit, c'est une langue très. C'est ça qui l'a attiré, lui. Hein, alors, lui, il est extraordinaire, puisqu'il a une grande. D'ailleurs, il sera là jeudi. Il vient. Donc, ceux qui veulent revenir pour voir Gall en vrai. C'est vrai que lui, il est devenu traducteur, si j'ai bien suivi. Alors, ils disent interprète. Ils disent interprète. Bon. Enfin, il a une grand-mère qui parle en langue des signes et des parents qui, alors je ne sais plus s'ils l'ont forcé. Et lui, il est entendant. Oui, mais sa mère est entendant aussi, mais sa mère ne la parle pas. La grand-mère dit, sa grand-mère dit, il dit pourquoi tu n'as pas parlé à ma mère la langue des signes, elle dit parce que ma mère à moi a dit que c'est pas bien de parler, donc il y a 4 générations. Entendant, sourd, entendant. Voilà. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que sa mère ne parle pas, et lui, et il raconte la scène où il dit bien, j'entends les voix de sourds qui signaient. Il dit bien les voix qu'il attendait de l'autre pièce. Hein. Donc ça nous rappelle quelque chose. Oui. Où il lui attend de l'autre. Oui, ça rappelle plein de choses, c'est sûr. Mais en fait, ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il y avait des contraintes. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne devait pas parler la langue des signes. C'est interdit, mais il y avait... C'était à la récréation que c'était possible. Oui, mais il y avait en 1880 un congrès à Milan dans lequel on a décidé d'une manière ferme que la langue des signes devait être interdite. Et depuis ce temps-là, la langue des signes était interdite. Elle est revenue, mais pas vraiment revenue, dans les années 70, 80, 90. Et là, à Bobigny, on ferme une classe. Et à Caen aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bien vues, les langues des signes. Mais elles étaient carrément interdites. Donc, et c'est la grand-mère le dit, et la palestinienne, Niad, raconte que quand elle était à Nazareth, la langue des signes était interdite. C'est des langues qui ont vraiment résisté, tout c'est interdit, et beaucoup dans les clubs de sport, dans la récréation, et en dehors du système qui a interdit la langue. Par contre, une dimension politique intéressante, c'est que l'ISL concerne autant les juifs que les arabes. Il y a une communauté de pratiques. Il y a une communauté de pratiques, comme en France, à l'école, on parle la langue. Donc il y a la langue du pays, et les langues petites sont... Mais c'est aussi vraiment parce qu'elles sont petites, parce que la communauté de Kfar Kasem, il n'y a pas assez de monde pour faire une école. Donc ils vont aux écoles communes, et du coup ils parlent la langue du pays. Mais ce qui fait qu'il y a une sorte de retrouvailles, c'est ça que je trouve. Oui, ça c'est très bien. À la limite, on ne l'appelait pas comme ça, parce que la langue des signes israélienne, je vais insister, elle n'a rien à voir avec l'hébreu. Hein. La langue des signes n'a rien à voir avec la langue parlée dans le pays. Donc on aurait pu l'appeler X. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, c'est une langue nouvelle qui s'est créée sur place, dans laquelle il y a peut-être aussi des influences de langue des signes locales, et que c'est une langue une langue mélangée de toutes les langues que les gens amenaient avec eux, et des langues sur place. Donc c'est une langue, sorte de créole, mais qui n'est pas un créole, qui est une langue, donc c'est une langue dans laquelle on va à l'école. Hein. Je connais un peu ton histoire, je sais que tu as bourlingué, disons que tu as connu de la traduction, tu as connu diverses langues. Bon. Mais c'est pour reprendre l'idée qu'il y a un savoir-faire avec, on apprend, je veux dire, je pense que
les personnes qui ont la chance d'avoir plusieurs langues, je pense qu'elles intègrent plus facilement ce savoir-faire avec les différences. Parce que finalement, il y a ça aussi dans le film. Je fais les mêmes films. Tu fais toujours le même film. Oui. Mais enfin, il faut les voir tous parce qu'ils ne se ressemblent aucunement. Regarde, le premier film que tu as dû voir était d'une langue à l'autre. Oui. Donc ça parlait de la langue maternelle. Celui-là, il commence, bon, il y a un prologue avec Emmanuel, mais après, le sujet, c'est la langue maternelle. Après, donc il y a un film sur la langue maternelle. Le deuxième sujet, c'est traduire. Je veux dire, dans mon film, il y a la traduction. Donc le deuxième sujet, c'est traduire. Et après, après, il y a les chercheurs. Et après, il y a les langues mineures. Hein. Donc, les langues mineures, dans les autres films, je parle des langues mineures. Donc en fait, après, les théâtres vient pour montrer qu'une langue, c'est pas que la communication, il y a aussi une recherche au niveau d'aller vers le bord de la langue, hein, donc une recherche poétique. Donc c'est exactement le même sujet que j'ai traité dans le film précédent. En fait, j'ai fait les mêmes films. C'est pour ça que... tu as fait le même film, mais tu vas toujours vers un élargissement, ce qui nous amène maintenant à la chose freudienne. Parce que finalement, tu es très proche du monde analytique, et il se trouve que l'élargissement, c'est un terme qu'utilise Freud dans son travail sur la sexualité infantile. Il a fait plusieurs préfaces, et à chaque fois, en fait, son souci, c'était de montrer qu'à partir de la sexualité infantile, on pouvait élargir et finalement avoir un enseignement au-delà. Bon, on lui a d'ailleurs reproché, mais n'empêche que ce terme d'élargissement est vraiment commun avec le projet freudien.